Bonjour Michael, Bonjour Domiti, merci d'être le nouvel invité de ces astro-rencontres. Bienvenue ici, merci à toi de m'avoir invité à y participer. avec plaisir. Alors, ma première question, tu la connais. Est-ce que tu veux bien te présenter à travers ton thème natal? Volontiers, bon, longue histoire évidemment, se présenter, c'est une dure affaire, surtout pour soi-même. Donc, mon thème, il est assez simple et assez complexe à la fois. À l'époque, quand j'étais jeune astrologues, certains confrères et confrères se sont un petit peu cassés les dents, si je puis dire, là-dessus, parce que il y a de gros amas planétaires. Hein, il y a beaucoup de conjonctions et un axe d'opposition qui est assez carabiné. Et je dois dire que à l'époque, quand j'ai commencé à étudier l'astrologie en autodidacte, en me fondant sur différents livres, j'ai notamment étudié via les ouvrages de Georges Antares, qui est peut-être un peu suranné de nos jours, mais qui était un classique au XXe siècle. Son manuel pratique d'astrologie était le best-seller astrologique traduit en de nombreuses langues. Et Georges Antares avait une vue assez tranché, si je puis dire, au niveau interprétatif. Et donc, quand j'ai calculé manuellement mon thème, parce que à l'époque, on calculait encore les thèmes à la main, j'ai découvert en effet cet amas planétaire en bélier. Donc, j'ai les 4 planètes rapides dans le signe du bélier. Et ensuite, une triple conjonction qui m'a franchement effrayé. Mars, Uranus, Pluton en Vierge, qui plus est en maison 6, maison malheureuse, qui plus est opposé à Saturne en 12. Du coup, je me suis dit, oh là là, catastrophe, je ne vais jamais faire de vieux os, je mourrai dans un accident. Et je t'assure que si tu lis Antares, ça fait peur. Et comme tu vois, j'ai survécu, peut-être grâce aussi à l'astrologie, parce que ça m'a permis de me dire qu'il y avait des risques peut-être qu'il valait mieux que je ne prenne pas. Mais bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut déduire de cette configuration? Bon, je suis très marqué évidemment par le signe du bélier. Donc, j'ai une attitude assez franche et directe qui peut plaire ou déplaire. Euh, donc, j'ai tendance parfois aussi, en effet, conformément à la symbolique du signe du bélier, à foncer un petit peu tête baissée. Mais encore une fois, je pense que parmi mes quelques qualités, j'ai la qualité de la franchise. Je dis ce que je pense. À côté de cela, évidemment, avec un ascendant poisson, ça m'a un petit peu rassuré en me disant que finalement je réunis, c'est pour rire évidemment, mais je réunis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier signe du zodiaque. Et le côté poisson permet un petit peu d'atténuer finalement, d'apaiser même le côté irruptif un petit peu assez important du signe du bélier et de relativiser aussi beaucoup de choses. Et c'est vrai que dans la vie, c'est quand même important de relativiser. Je pense évidemment que cet ascendant poisson colle très très bien aussi avec mon activité d'astrologue. Cela renvoie en effet aux 2 maîtrises, puisque personnellement, je travaille aussi avec les anciennes maîtrises, donc Jupiter et Neptune, les 2 maîtres du signe des poissons. Et Neptune en maison 8, qui renvoie évidemment à l'exploration du registre psychique, psychologique, ce qui fait d'ailleurs que j'ai un master en psychologie au niveau de mes études universitaires, et évidemment l'intérêt pour l'astrologie, pour le contact, les relations humaines. Et alors, ce qui est amusant, je me suis longtemps posé aussi la question de ce Jupiter en taureau, à part le fait que j'aime bien manger, hein, Jupiter en taureau en maison 2, mais en tant que maître de mon milieu du ciel, donc de la carrière. Et finalement, je me suis rendu compte que ça colle très bien avec mon activité d'astrologue consultant, parce que ce que me reproche, entre guillemets, d'ailleurs, régulièrement ma femme, c'est que je suis tout le temps assis. Et c'est bien le fait de ce Jupiter en taureau, parce que ce soit pour mes travaux de recherche, de rédaction, ou alors pour mes consultations ou pour mes formations,
c'est vrai que j'ai un travail très, très statique finalement. Et donc, les deux polarités se combinent assez bien. Sinon, si je reviens à la configuration en vierge, bon, évidemment, j'ai un côté très uranien. Aussi, beaucoup d'astrologues associent Uranus à l'astrologie. Je pense qu'il y a une composante neptunienne aussi qui n'est pas négligeable, mais je ne vais pas rentrer dans le débat. Mais donc, en effet, il y a aussi chez moi une forte composante uranienne et plutonienne qui explique en Vierge certainement le goût de la recherche. J'adore la recherche en astrologie. Voilà pour le dire très succinctement. Euh, je ne sais pas si tu avais d'autres questions à ce sujet, mais je ne vais pas développer. Petite question par curiosité, je vois que tu as un Mars rétrograde en progression, il est redevenu direct à quel âge? Alors, en progression, Mars, il est redevenu direct à mon adolescence aux environs de 16 ans, ou 15-16 ans, oui. OK, assez tôt, par rapport Mais à d'autres Mars rétrogrades. oui, tout à fait. Mais comme tu peux le constater, en effet, j'ai beaucoup de planètes rétrogrades, hein, et ça aussi, ça m'avait posé beaucoup de questions parce que j'ai donc Mars, Uranus, Pluton, Neptune et Mercure aussi rétrograde. Alors là aussi, dans l'astrologie qui était en vogue, si je puis dire, au XXe siècle, les planètes rétrogrades, il fallait presque les fuir comme la peste. C'était quelque chose d'assez maléfique. Bon, personnellement, j'ai développé au fil des ans une vision, si je puis dire, de l'astrologie qui n'intègre pas du tout ce côté bénéfique et maléfique, tout dépend du contexte. Et notamment un Mercure, le Mercure que j'ai en bélier rétrograde, bah, finalement, je pense que ce n'est pas si mal que ça, parce qu'un Mercure du Bélier peut être justement un peu trop franc, un peu trop direct, il n'a pas sa langue en poche. Et finalement, ce Mercure rétrograde, c'est vrai que il m'a aussi, je ne vais pas dire posé des problèmes, mais il m'a posé des questions en termes d'expression personnelle. J'ai dû beaucoup travailler l'affirmation personnelle et l'expression plutôt. Mais ça m'a aussi permis de me contenir pas mal, ce qui n'est pas plus mal aussi, parce que comme je te le disais, ce côté bélier, comme c'est très clairement visible, il est assez important. OK, OK. Et encore une petite question, c'est quoi toi ta vision de l'axe intercepté ici que tu as, bah, surtout, le bélier? Alors, l'axe intercepté, certains astrologues, en effet, ne s'y intéressent pas trop. Je pense que tout a un sens en astrologie, hein, donc dans la vie en général. Donc, l'axe intercepté questionne toujours sur des symboliques qui concernent justement l'axe des signes, ici en l'occurrence bélier-balance, que le sujet n'appréhende pas de manière consciente directement. Il n'y a pas un ancrage direct dans le secteur puisqu'il n'y a pas de cuspide dans les signes interceptés. Il n'empêche que le travail de conscience peut être plus ou moins élaboré, je ne parle pas spécialement de mon thème, je parle en général, si justement il y a des occupations planétaires, parce que les planètes sont les énergies agissantes dans notre carte du ciel, donc il faut toujours nuancer si l'axe intercepté est vide ou s'il est occupé par certaines planètes, ce qui aide, entre guillemets, à le travailler de manière plus consciente en fonction évidemment aussi des planètes. Mais en effet, moi, pour en revenir à mon petit cas personnel, c'est toute la question en effet de mon affirmation personnelle et de l'importance de l'autre, en effet, dans ma vie, puisque bon, on sait que du point de vue symbolique, le bélier est extrêmement individualiste, mais surtout parce que justement le bélier est fortement occupé chez moi, il y a une sorte d'appel d'air, c'est le cas de le dire, par rapport au signe d'air qui est en face, qui est le signe de la balance. OK. Bon, et ben, merci beaucoup Michael d'avoir accepté de partager ton thème. Je vais arrêter le partage d'écran. Hop, voilà, je te retrouve. Est-ce que tu peux, nous présenter l'astrologie que tu pratiques? Alors, l'astrologie que je pratique, s'il devait me venir un premier mot à l'esprit, je suis un monomaniaque de l'astrologie. C'est-à-dire que je ne pratique que de l'astrologie et rien que de l'astrologie. J'ai eu la possibilité dans mon parcours de m'intéresser à d'autres techniques plus ou moins ésotériques.
genre le tarot, la numérologie, que j'aime beaucoup, hein, je n'ai rien contre, mais je suis toujours parti du principe que je préférais être aussi bon que possible dans un registre plutôt que d'être un dilettante dans plusieurs registres à la fois. Donc l'astrologie que je pratique est une astrologie pure, entre guillemets, sans faire appel à d'autres techniques qui viendraient s'y ajouter ou la compléter. Ensuite, bon, comment qualifier l'astrologie que je pratique? C'est une astrologie pratique, j'ai envie de dire. Je ne me réfère à aucune école. Je n'aime pas trop les écoles, je dois l'avouer, même si chaque école a son intérêt particulier, mais je n'aime pas me sentir coincé, ça doit être mon côté bélier évidemment, je n'aime pas me sentir coincé dans un registre en particulier, et ce qui m'intéresse, c'est dans chaque école ce qu'elle peut apporter au niveau que ce soit interprétatif, prévisionnel ou au niveau pratique, comme je le disais à l'instant. Donc j'essaye, depuis que j'étudie l'astrologie, j'essaye de me nourrir symboliquement de tous les apports, qu'il s'agisse de l'astrologie contemporaine, avec notamment depuis la découverte des transsaturniennes, par exemple. Évidemment que j'intègre les transsaturniennes, alors que des astrologues plus traditionnalistes se réfèrent au septénaire classique, mais j'aime aussi beaucoup, énormément me référer à l'astrologie plus ancienne, qu'elle soit médiévale, antique, hellénistique. C'est un courant qui est très en vogue depuis quelques décennies maintenant, l'astrologie hellénistique. Et donc, je n'ai pas une astrologie, j'ai envie de dire, à ornière, j'ai une astrologie plutôt ouverte qui essaye d'intégrer et surtout de progresser aussi. Je pense qu'il y a énormément de choses encore et toujours à découvrir, et c'est ça qui est passionnant en astrologie, c'est qu'on n'en a jamais fini d'apprendre et de découvrir. OK, très clair. Merci Michael. Et comment grande question Michael, comment la vie t'a amené à l'astrologie? Alors, c'est marrant parce que j'ai déjà entendu beaucoup d'astrologues, quand même, pas mal, dire qu'ils ont découvert l'astrologie, ils ou elles, bien sûr, ont découvert l'astrologie à 14 ans, hein, et c'est exactement ce qui m'est arrivé aussi. J'ai découvert l'astrologie à 14 ans et j'en ai même la preuve, donc ce n'est pas pour, faire du mythe. C'est à l'âge de 14 ans, j'étais en vacances en Italie puisque si tu as bien observé mon thème, je suis né en Italie et je suis d'origine italienne. Donc j'étais en vacances en Italie et mon oncle italien donc m'a refilé, je ne sais pourquoi, une revue d'astrologie italienne qui s'appelle Astra. Et j'ai encore ce numéro de 1979, hein, donc j'avais 14 ans, je l'ai conservé précieusement, et donc j'ai commencé à lire cette revue, je ne connaissais absolument pas du tout l'astrologie à 14 ans, et le virus a pris, c'est un peu comme Obélix qui est tombé dans le chaudron en étant jeune. Le virus a pris très rapidement. Du coup, de retour à Bruxelles, où j'habite depuis presque toujours, j'ai commencé à chercher dans les librairies ésotériques, à me documenter, et c'est comme ça que le virus a pris, tout en poursuivant évidemment mes études scolaires et ensuite universitaires. Mais depuis lors, j'ai toujours su, de manière plus ou moins consciente, que c'était ce que je voulais être, astrologue. OK, génial. 14 ans. Hem et au bout de combien d'années d'études, de lecture, tu t'es senti prêt, à dire, «Je suis astrologue»? Alors, ça effectivement, il faut revenir presque un instant à mon thème. Avec tout ce que j'ai en Vierge en opposition à Saturne, j'ai mis très longtemps à me sentir prêt, parce que, bon, c'est sans doute aussi une des motivations de la recherche au niveau scientifique, c'est le doute. Donc j'ai longtemps douté et j'ai longtemps voulu me sentir, la hauteur presque parfait. Et c'est un des défauts d'ailleurs, à titre incident, des personnes qui ont beaucoup de planètes en Vierge. Elles cherchent à être parfaites. Et depuis lors, je me suis rendu compte que la bonne manière de les soulager, c'est de leur dire: rassurez-vous, vous ne serez jamais parfait, mais vous serez toujours perfectible. Et ça rassure énormément le côté Vierge.
Et donc j'ai mis très longtemps, je suis arrivé pratiquement 20 ans après, un peu moins, une quinzaine d'années après avoir commencé à m'intéresser à l'astrologie, comme je le disais à l'instant. J'ai fait donc mes études parce que bon, il faut aussi savoir que bon, par rapport à mon père qui était de formation ingénieur électronicien, lui dire papa, je voudrais être astrologue un jour, c'était pas très très facile. Donc j'ai fait des études normales, j'ai fait des études de psychologie ensuite, comme je le disais. Et dans mes coupures de temps, et même plus que des coupures, j'étudiais l'astrologie. Et ensuite, au cours des années 90, au tout début des années 90, je me suis inscrit à FEU, la Fédération astrologique belge, qui n'existe malheureusement plus, mais qui était une fédération très très active à l'époque en Belgique, et d'ailleurs qui avait aussi beaucoup d'adhérents français, et qui organisait des activités. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'inscrire dans le courant astrologique, si je puis dire. Et grâce aux séminaires et aux conférences, mais surtout les séminaires, ça m'a renforcé dans l'idée que, bon, je commençais à être mûr pour la pratique. Et donc, c'est au début des années 90, ou oui, de la première moitié des années 90, que je me suis finalement lancé en tant qu'astrologue. OK, et là donc tu avais quel âge? Et j'avais une trentaine d'années. OK. OK, OK. Sans trahir de secret professionnel évidemment, est-ce que tu aurais une anecdote de consultation à nous raconter? Alors évidemment, comme j'avais une trentaine d'années quand j'ai commencé à pratiquer, donc à exercer la consultation, depuis lors, on était donc début des années 90, donc depuis lors, des anecdotes, je pourrais t'en raconter à l'appel, mais il y en a une en particulier qui est assez exceptionnelle, je dois dire, très très particulière. Bon, j'ai vu un peu de tout, hein, je t'avoue franchement. Au niveau consultation, il y a vraiment eu des cas très très particuliers, mais sans doute le cas le plus particulier que j'ai vécu, c'était déjà il y a une bonne quinzaine d'années. À l'époque, pendant une petite année, de 2 années peut-être, j'ai vécu hors Bruxelles et en province. Et donc là, j'avais beaucoup plus que chez moi. En plus, maintenant, désormais, la visio s'est développée. Mais à l'époque, j'avais donc en province beaucoup de consultations à domicile. Et j'ai un jour une dame qui me téléphone pour avoir une consultation à domicile. Je lui demande son adresse, après tous les renseignements, bien sûr. Et elle me dit, non, non, je vous donne un endroit de rendez-vous où vous pourrez vous garer et je viendrai vous chercher. Bon, et pas de problème, j'y vais. Et c'était le long d'un mur d'enceinte, en fait, d'une espèce de parc comme ça. Je me gare et il y avait une petite porte. Je vois cette dame qui arrive, qui ressemblait quand même un petit peu à une sorcière avec de longs cheveux noirs gris, qui sort de la petite porte, qui vient me chercher, qui me fait passer la porte. On entre dans un espèce de grand parc, un immense jardin. Ça devait être un terrain d'un château ou quelque chose comme ça, mais qui était vraiment en friche, un peu à l'abandon. Et donc, on suit tout un petit parcours. On arrive dans une petite maison qui devait être sans doute l'ancienne conciergerie où elle habitait. Et au moment d'entrer, elle me dit, ah, je vous l'ai pas dit, mais j'imagine que vous l'avez déjà vu, comme si j'étais voyant, hein, je ne suis pas. Et donc elle me dit, je ne vous ai pas prévenu. Je me dis, oh là, qu'est-ce qui va m'arriver ici? Elle ouvre la porte. Il faisait noir, mais noir total. J'entre dans un petit hall d'entrée et sur la droite, il y avait le salon, salle à manger, qui était une toute petite pièce, qui était partagée en deux, où tous les meubles avaient été mis d'un côté. Sur le restant de la pièce, mais qui était vraiment exigu, il y avait un banc d'école, qui était contre le mur, et au centre de la pièce, je te jure, c'est véridique, il y avait un bouc, un vrai bouc, hein. Cette dame vivait avec son bouc, hein, parce que, alors elle m'a raconté, bon, elle était complètement perturbée, hein, ça évidemment tu l'auras compris, mais elle était vraiment méchamment perturbée, et elle vivait avec son bouc parce que les voisins, soi-disant, d'après ce qu'elle m'a raconté, avaient tué la mère du bouc pour l'ennuyer elle, et donc pour protéger ce bouc, elle le gardait à la maison.
J'ai fait une consultation, je te jure que c'est véridique, c'est le truc le plus dingue qui me soit arrivé, assis sur ce banc côte à côte avec cette personne et avec le bouc, mais à 1 mètre, même pas, hein, parce que et donc elle se levait en plus régulièrement avec un balai serpillière pour nettoyer par terre, parce que je te dis pas l'odeur et la saleté. Et donc, voilà comment les choses se sont passées. Le truc le plus fou qui me soit jamais arrivé dans mes consultations. Non, mais c'est incroyable et c'est le thème de cette dame ou le thème du book que tu as fait? Non, non, c'est le thème de la dame. Le thème du faux, je l'ai pas vu. OK, bah, quelle histoire! Merci pour cette anecdote, j'ai bien fait de te poser cette question. OK. Alors, grande question, Michael, est-ce qu'il y aurait un livre qui t'aurait particulièrement marqué pendant ton parcours d'astrologue? Celui que tu recommanderais, les yeux fermés, à un débutant, par exemple, ou celui que tu emmènerais sur une île déserte? Alors, livre astrologique, bien sûr. Il y en a plusieurs, même si je critique souvent la littérature astrologique, surtout justement dans les années 90, début des années 2000, il y a eu beaucoup d'ouvrages qui étaient sans grand intérêt à mon sens, mais il y en a quand même heureusement quelques-uns qui sont très très intéressants. Pour moi, en tout cas en matière de littérature astrologique francophone, le livre que je conseille absolument, c'est Robert Guirand et Francine Mercier, L'astrologie face au réel, qui a été édité à l'époque. Je pense qu'il est assez rare à trouver, mais on le trouve encore en seconde main, en occasion. A été édité par la Société astrologique romande en Suisse, SAR. Je le conseille vivement. Moi, j'évoquais tout à l'heure mon expérience à l'époque à la Fédération astrologique belge qui m'a permis de me mettre un peu le pied à l'étrier. Eh bien, Robert Guirand, qui est décédé malheureusement déjà depuis pas mal d'années, était venu animer un séminaire avec sa femme Francine Mercier, avec laquelle il travaillait en étroite collaboration. Et il avait présenté cet ouvrage qui venait de sortir. Pour moi, ça a été une révélation. Ça a été vraiment le déclic qui m'a permis de passer, de combler le hiatus entre la théorie et la pratique, qui est quelque chose de très difficile. Souvent, beaucoup d'étudiants, j'en entendais beaucoup déjà à l'époque dire « Ah oui, mais je connais bien, mais je n'arrive pas à appliquer ». C'est toujours le cas souvent, en tout cas. Eh bien, Robert Huirand et sa femme Francine avaient vraiment une approche extrêmement intéressante, justement au niveau de la technique de la consultation. Donc, s'il n'y avait qu'un seul bouquin, je conseillerais celui-là. Maintenant, il y en a d'autres, bien sûr, hein, il y en a beaucoup d'autres. OK, bah, merci beaucoup pour cette reco, Michael, parce que moi je ne connais pas, du tout ce livre. Je regarderai ça. Il a Merci. été réédité aux éditions du Rocher, réédité, revu et corrigé sous le titre Les trajectoires de vie ou quelque chose comme ça. Pour moi, la version originale est meilleure que la réédition revue et corrigée. OK, c'est noté, merci pour cette précision. Michael, est-ce que tu accepterais de nous raconter une erreur que tu as faite à tes débuts et dont tu as tiré un enseignement qui pourrait être utile aux débutants? Des erreurs qui n'en commet pas, et j'en ai commises certainement beaucoup plus même que celles dont je suis conscient. Maintenant, une erreur, en tout cas la consultation qui a le plus foiré de toutes les consultations que j'ai eues, là aussi, bon, j'étais jeune astrologue, et c'est une dame d'origine africaine qui était venue donc en consultation, et qui commence directement. Elle venait de se marier 6 mois auparavant, je crois, et elle commence directement en me disant qu'elle était possédée par son mari, que son mari lui avait jeté un sort. Et bon, moi, avec mes outils astrologiques et psychologiques, j'étais parti sur l'idée que finalement, j'avais affaire à un gros cas de névrose paranoïde devant moi. J'essaye de déconstruire son discours et directement, elle s'est braquée. Elle m'a dit, mais vous ne comprenez pas, je suis vraiment possédé et mon mari m'a jeté un sort. Et donc, j'ai essayé d'amorcer, mais je me suis rendu compte en réalité que je n'avais pas du tout les outils adéquats. Moi, je n'arrivais pas à entendre, à pouvoir comprendre et à entendre ce qu'elle me disait, à pouvoir l'aider. En tout cas, je pouvais l'entendre, mais je ne pouvais pas l'aider. Et elle, ce que je
pouvais, dans la mesure de mes possibilités, lui apporter ne lui servait à rien. Et donc, ça a très rapidement tourné au dialogue de sourds et je lui ai dit, écoutez, il vaut mieux en rester là. Moi, je ne peux vraiment pas vous aider. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps ni votre argent. Il vaut mieux en rester là. Je ne lui ai pas évidemment fait payer la consultation. Et ça m'a en effet servi de leçon parce qu'en effet, on est confronté parfois aussi à des différences culturelles extrêmement importantes et le niveau auquel on se situe à ce moment-là est très très différent et compliqué à saisir chez l'autre. Donc c'était un ratage, je ne sais pas si c'était vraiment une erreur de ma part, mais c'était un raté au niveau de la consultation, ça c'est clair. OK, merci pour cette, nouvelle anecdote et ce conseil. Hem, alors encore une grande question, une de plus. Par quel fil tu commences à tirer un thème? Alors, bon, évidemment, il n'y a pas de fil stéréotypé, il n'y a pas eu une entrée, mais j'ai quand même, là aussi, hein, mon côté vierge qui fait que j'ai mes petites habitudes malgré l'aspect très fort bélier chez moi et c'est une espèce de routine que j'ai parce que ça aide au niveau des consultants à rentrer dans le vif du sujet. C'est tout simplement, je commence quasi systématiquement en leur disant ben, vous savez que vous appartenez à tel ou tel signe, hein, si la personne est taureau, hein, vous savez que vous êtes natif ou native du signe du taureau, vous savez probablement que vous avez un ascendant dans tel ou tel signe, quel qu'il soit, puisque de nos jours, la plupart des gens connaissent leur ascendant, et donc ils me disent oui ou non pour l'ascendant, et donc je leur apprends à ce moment-là, mais de toute façon j'embranche en leur disant ben, vous ne savez peut-être pas ce que cela signifie. Et donc c'est ma manière d'entrer dans le thème pour directement nouer le contact avec la personne. Ensuite, je dirais la porte est ouverte, les pistes sont innombrables parce qu'on peut se référer aux dominantes planétaires, qu'il s'agisse d'éventuelles planètes angulaires, de planètes conjointes aux luminaires, de planètes conjointes à des mètres des angles. Donc bon, les pistes à partir de là, elles sont extrêmement diversifiées, mais c'est vrai que j'ai cette petite routine de base qui me permet d'amorcer le dialogue directement. OK, merci pour cette réponse. Hem, Michael, si tu avais en ta possession un carton d'invitation magique qui te permette d'inviter ce soir chez toi n'importe quel astrologue, qu'il ou elle soit, encore vivant ou décédé, à qui l'enverrais-tu ce carton d'invitation? Alors, je dirais de toute façon pas un ou une astrologue vivant, puisque bon, là, il n'y a rien de magique. Si j'ai envie de prendre contact avec lui ou avec elle, il suffit en effet de se téléphoner ou de s'envoyer un mail ou quoi que ce soit. Donc, je vais laisser de côté les vivants, puisque ça, comme disait la chanson, aimons-nous vivants. Donc, autant le faire directement plutôt que le faire comme ça de manière imaginaire. Donc, un astrologue décédé, alors je vais remonter très loin dans le temps, je vais te dire Bérose, qui était un astrologue chaldéen. C'est lui qui a donc introduit l'astrologie mésopotamienne en Grèce antique. C'était un astrologue du IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est lui donc qui a introduit l'astrologie mésopotamienne dans la Grèce antique. Et donc, c'est lui qui a apporté en Grèce l'origine de notre science, parce que l'astrologie donc les Grecs appelaient ça des Chaldéens, c'est la Mésopotamie en fait. Et donc, c'est lui qui a apporté le savoir astrologique aux Grecs. Et c'est vrai, comme je te le disais il y a quelques instants, que donc l'astrologie hellénistique est devenue très à la mode de nos jours. Il y a eu le Project Insight aux États-Unis, qui est un projet de traduction des textes anciens qui existe, qui s'est développé il y a un peu plus de 20 ans maintenant, presque 30 ans. Il y a eu en Italie Giuseppe Bezza, il est décédé il y a 10 ans, un érudit italien qui a lui-même traduit énormément de textes du grec, du latin et même de l'arabe.
Et donc là, on se focalise, à juste titre d'ailleurs, sur l'apport de l'astrologie hellénistique. Mais avant l'astrologie hellénistique, il y a l'astrologie mésopotamienne. Malheureusement, on en dispose de très peu d'éléments parce qu'en Mésopotamie, on écrivait sur des tablettes d'argile et retrouver des tablettes d'argile, les recomposer, c'est très compliqué, mais il y a quand même pas mal de chercheurs d'archéologues notamment, hein, pas des astrologues spécialement, qui se sont attaqués à nos sources, aux sources de notre civilisation en réalité, hein, parce que l'écriture, c'est les Mésopotamiens qui l'ont développée, hein, même si c'était une écriture cunéiforme. Les premières villes sont en effet mésopotamiennes. Le berceau de toute notre culture est en Mésopotamie. Abraham, qui est le grand patriarche des 3 religions monothéistes, d'où venait-il? Il venait de Our, qui était une ville mésopotamienne. Donc, pour revenir à ta question, j'adorerais questionner Bérose pour en connaître davantage sur l'astrologie mésopotamienne et toute sa richesse, parce qu'il y a d'ailleurs aussi beaucoup de connaissances que l'on attribue ou de découvertes que l'on attribue aux Grecs et qui sont en réalité mésopotamiennes. Eh bien, ça annonce une bonne soirée, ça. J'espère que tu nous la raconteras. Si je pouvais, tout de suite, je signe. Ok. Michael, le 12 octobre prochain aura lieu le congrès annuel de l'AFDAF et tu seras l'un des conférenciers. Tu as appelé ta conférence Paradoxes, leviers et défis à relever. Est-ce que tu veux bien nous en faire un teasing? Alors, évidemment, le titre doit toujours être un peu alléchant, mais j'espère que le contenu le sera aussi. Paradoxe, pourquoi? Ben, parce que justement, j'ai un côté uranien assez important et Uranus est un astre de paradoxe. Le paradoxe, où se situe-t-il? C'est on est confronté donc déjà depuis 2024 jusqu'en 2026 à de nombreux changements de signes associés aux planètes lentes et en particulier aux transsaturniennes. Et donc, la question fondamentale est, allons-nous de l'avant ou sommes-nous justement dans une répétition cyclique? Justement, j'évoquais Bérose, c'est Bérose notamment qui aurait introduit en Grèce la notion de grande année et la notion qui a été très chère aux philosophes stoïciens de l'éternel retour, reprise bien plus tard par Nietzsche, d'une toute autre façon d'ailleurs. Et donc, les stoïciens en particulier avaient une vision très serrée de l'éternel retour. On serait tous et toutes destinés à renaître sous la même forme. Donc, d'ici je ne sais combien de milliers d'années, on se retrouverait, toi et moi, devant le même écran, en train de répéter exactement les mêmes choses. Bon, là, c'est une vision évidemment très stricte, mais la question fondamentale donc que j'essaye de poser, ou que je pose en tout cas dans cette conférence, c'est allons-nous vraiment de l'avant ou bien sommes-nous en train de retravailler des mêmes questions de façon différente que celles qui ont déjà concerné nos prédécesseurs? Donc, sommes-nous, comme le veut par exemple la science contemporaine, dans une progression linéaire, ou alors, comme le veut la vision astrologique, sommes-nous dans un cercle ou plutôt dans des cycles, voire dans des spirales? Très bien, bah écoute, hâte d'être au 12 octobre. Pour vous inscrire, ça se passe sur le site de l'AFDAF. Michael, si tu pouvais laisser ici une question que je poserais à l'astrologue que je vais interviewer après toi, ce serait laquelle? Alors, étant donné que je suis un passionné de recherche en astrologie, la question que je lui poserais, c'est quelles sont les recherches qui t'occupent ou qui vous occupent? Je ne sais pas qui sera le ou la prochaine, donc je ne sais pas si je peux le tutoyer ou le vous voyez. Quelles sont les recherches sur lesquelles tu planches à l'heure actuelle? Quels sont les domaines d'intérêt qui te prennent littéralement par les tripes? Ok, je prends cette question et elle sera rapidement posée. C'est une question assez simple, oui.
Je ne voulais pas poser de questions piégeuses. Ah non, mais c'est parfait. Je dis rapidement parce que l'astro-rencontre suivante est bientôt. Hem, alors maintenant, on va écouter la question que l'astrologue, que j'ai précédemment interviewé avant toi t'a laissée. Alors, je me prépare parce que je vais te la diffuser. Hop, je vais partager mon écran. Il s'agit de Samuel Gian Gutenberg, que tu connais, je pense. Tout à fait, oui. Je demanderai à l'astrologue, qui viendrait après moi, que ce soit un homme ou une femme, hein, je dirais, heu: «En quoi l'astrologie t'a permis de transformer ta vie?» Hein, au-delà des connaissances techniques que tu peux avoir. Voilà, tout simplement. Grande question. Grande question, en effet, vaste débat. Si tu veux, on peut y rester 1 heure, hein, il y a pas de problème. En quoi l'astrologie a-t-elle changé ma vie? Ben, elle m'a apporté une vision des choses. En fait, je vais justement, éternel retour oblige, je vais revenir quasi au début de notre conversation. Ben, quand j'ai découvert l'astrologie, en fait, je me suis rendu compte que l'astrologie me permettait, en tout cas, renvoyer à une des questions fondamentales que je me posais logiquement, je te dirais en fonction de mon ascendant poisson, qui était celle du sens. Je me posais la question du sens de ma vie, ma petite vie individuelle et de la vie en général. Donc, ce serait évidemment prétentieux de dire que grâce à l'astrologie, j'ai compris le sens de la vie parce que on n'en a jamais fini là aussi. Mais ça m'a quand même permis de m'éclairer sur justement une notion très très importante en astrologie, qui est la notion des cycles, du fait qu'on s'inscrit dans des cycles et que quoi qu'il nous arrive, tout a un sens et tout peut être compris. Et c'est là d'ailleurs, à mon sens, un des enseignements principaux de l'astrologie et une de ses utilités majeures, c'est de permettre aux personnes, notamment les consultants, de se rendre compte que ce qui leur arrive, ce qui leur est arrivé ou ce qui leur va arriver a un sens. Et donc, bon, maintenant, le sens de la vie, encore une fois, je pense que ça, on ne le saura jamais, mais on est inscrit dans quelque chose. C'était un ancien film de Wim Wenders, Les ailes du désir, qui se terminait par une phrase: «Nous sommes embarqués». Eh bien, je pense que c'est ce dont nous parle l'astrologie, et ça renvoie d'ailleurs à une image de l'astrologie hellénistique qui est celle du bateau. Le thème natal est représenté un petit peu comme un bateau, et en effet, nous sommes embarqués, et le ciel qui nous gouverne ou qui nous entoure plutôt, eh bien, nous permet de nous donner du sens. Donc, quel est le sens pour moi de l'astrologie? Ben, c'est qu'il y a un sens. OK, merveilleux. J'espère avoir répondu à cette Merci. vaste question. Bon, c'est impossible d'y répondre en quelques minutes. Oui, mais en tout cas, merci. Merci pour cette réponse à Samuel. Et puis, ben, en fait, cette question signait déjà la fin de notre discussion, de cette astro-rencontre. Un grand merci pour le temps que tu y as consacré. C'était des réponses, j'ai reconnu un peu la signature, bélier vierge, à la fois efficace, précis, rapide. Merci beaucoup, Michael. Pour te retrouver, donc tu as 2 sites, mandelonline.com et l'association et le site de ton association écliptique.be, avec laquelle donc tu proposes des séminaires, des formations, des ateliers réguliers. Tout Et à puis bien fait. sûr, on te retrouve au congrès de l'AFDAF le 12 octobre. Absolument. Et ben je te dis à très vite, Michael. Bonne journée à Merci. toi. Merci à toi, Domiti, en tout cas.